Chers amis de 7h30, Toxin, merci d'être là 9h30, ce matin. Nicolas Pour ce Vidal. premier entretien de la matinale. Je suis très heureux pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez, likez, vous le savez. Et ce matin, on va rentrer dans le vif du sujet avec Jean-Pierre Colombier. Salut Jean-Pierre, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, tout va bien. Et puis bonjour à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui te soutiennent et te regardent. Merci beaucoup. Oui, ils sont de plus en plus nombreux à nous regarder. Mais écoute, tant mieux, c'est Ouais. la liberté d'expression avant tout. On a vu qu'avec le Conseil d'État, Oui. c'était une notion qui n'était pas vraiment universelle. Ouais. On a quand même deux chaînes qui sautent Ouais. sans motif réel, si ce n'est. Je tenais à en parler, tu vois, en préambule quand même, parce que Vas-y. ça vous concerne tous, ça nous concerne tous, ton média et ceux de tous les médias libres qui peuvent être considérés du jour au lendemain comme des médias qui diffuseraient de fausses informations, des fake news et autres informations non contrôlées par la doxa et surtout par la propagande d'État. Donc il y a vraiment un message d'alerte qu'il faut lancer et diffuser parce que là, pour le coup, la démocratie est en danger, véritablement. Oui, c'est vraiment, on est vraiment en danger. Hein. C'était le cas ici. Alors d'ailleurs, merci de soutenir là-dessus avec Toxin et Clémence Oudiakova et toute l'équipe et moi-même. On essaie de faire un gros travail d'information libre. Mais effectivement, tu l'as dit, la démocratie est en danger. Ces gens ne se cachent même plus de fermer des chaînes télé, même si Macron est revenu dessus en disant qu'il fallait que chacun reste dans son rôle. Manifestement, C8 sera fermé. D'ailleurs, on est le 28 février. Oui, donc ça, c'est aujourd'hui. aujourd'hui. Oui, une fois de plus, c'est une parole pour ne rien dire, parce que chacun doit rester dans son rôle. Mais bon, à partir du moment où le média est fermé définitivement, s'il veut avoir une influence dans ce contexte, eh bien, il a qu'à considérer que la décision du Conseil d'État est nulle. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il ait la main là-dessus. À mon avis, il ne l'a pas, surtout qu'il y a très fort à parier qu'il est peut-être lui-même derrière la manœuvre, lui en tout cas, ou son entourage. Oui, effectivement, comme avait dit Cyril Hanouna, il avait laissé entendre que, même plus que laissé entendre, il avait dit, selon Cyril Hanouna, que Alexis Kohler était derrière ce dossier. Alexis Kohler, l'émérite Alexis Kohler, le croisiériste Alexis Kohler, qui est sur le point de partir à la Société Générale. Et on en parlera d'ailleurs ce matin. Vous allez voir, on va en reparler. Le conflit d'intérêts, encore une fois. On peut se poser des questions pour nous, contribuables français. On peut quand même se poser beaucoup de questions. En tout cas, voilà. Nous, on est sur Toxin ce matin. Merci, chers amis. Partagez, likez. Jean-Pierre, je t'ai appelé ce matin pour décrypter la situation absolument calamiteuse sécuritaire qu'on vit. Enfin, tu en parles chaque fois que tu viens sur l'antenne, mais j'ai l'impression que chaque fois, tu as encore plus raison que la fois d'avant et que la situation te donne encore plus raison que la fois d'après. Donc, manifestement, c'est un problème. Enfin, c'est un problème. C'est pas un problème de te recevoir, c'est un problème de raison. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Pour être tout à fait honnête, je préfère avoir tort parfois. Je sais. Il ne s'agit pas de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais de simplement observer, analyser et décrypter pour ceux qui nous regardent, qui ignorent ce qu'ont été les différentes réformes qui ont impacté le service public et la police et la justice en particulier. Oui, on a assisté depuis 20-30 ans à une offensive en règle du monde politique contre l'institution judiciaire et on le paye au centuple aujourd'hui, clairement. Et oui, c'est pour ça que je veux absolument qu'on en parle de ça, parce que ce qui se passe en France, vous avez quelques jours, il y a eu cet attentat terroriste, notamment à Mulhouse. Il y a eu quand même des graves blessés, il y a eu un mort en décès. Enfin, c'est quand même lourd. C'est à peu près partout, notamment. Et je voulais, en préambule de l'émission, te faire réagir sur cette vidéo qui date de quelques jours. C'est une vidéo, chers amis, qui a été tournée en vidéo amateur au pied de la Tour Eiffel, donc à Paris, où vous avez, pour ceux qui y vont ou ceux qui habitent, vous avez des vendeurs à la sauvette. Et voilà cette vidéo, elle dure 25 secondes et on réagit après. Tu nous dis ce que tu en penses, Jean-Pierre. In 400 meters, turn left on Rue de la Fédération. Voilà la vidéo. Donc, on voit des policiers qui manifestement venaient contrôler ou interpeller des vendeurs à la sauvette qui sont légion à Paris, notamment au pied des monuments touristiques. Et là, ils sont littéralement caillassés. Ils sont obligés de prendre la fuite. Ce sont des policiers à la sauvette, non pas des vendeurs à la sauvette, mais des policiers à la sauvette. Des policiers à la sauvette. Ouais. Oui, alors, il faut rappeler à l'occasion de cette vidéo que ça avait été une des nombreuses priorités qui avaient été fixées par le gouvernement. Il faut se rappeler des déclarations péremptoires. On va nettoyer les abords de la Tour Eiffel. Il s'en est fini de l'illégalité des ventes à la sauvette. En plus, ce sont souvent des
des étrangers en situation irrégulière. Bon, tout va très bien au royaume de Danemark, comme dirait Shakespeare, sauf que non, c'est la démonstration que la voie publique a été spoliée par des délinquants, quoi, tout simplement. Ils font la loi. Là, je formule juste un vœu. J'espère que à l'issue de ça, on a envoyé une force de police conséquente pour reprendre le terrain, parce qu'il y a un vieil adage qui dit que force doit rester à la loi. Faut indiquer aussi que toute cette communauté qui gravite autour du Champ de Mars, hein, globalement, c'est les abords immédiats de la Tour Eiffel, mais aussi du Champ de Mars. Ces braves gens sont régulièrement soutenus par des associations que nous payons, puisqu'elles sont rémunérées par soit les mairies, soit les conseils régionaux, départementaux. Enfin bref, il y a plusieurs petites sources, plusieurs petites rivières qui viennent alimenter ce qui est aujourd'hui un véritable business associatif. Il faut le dire, il faut en parler clairement, parce que peu de gens le font et on a toujours des prises de parole qui sont entourées de beaucoup de pudeur. On n'ose pas, il ne faut pas stigmatiser, c'est le terme qui revient sans arrêt systématiquement. Mais moi, je le dis fort et clair, ces associations, nous les rémunérons, je dis nous parce que c'est avec des fonds publics, et puis ils agissent contre l'intérêt général, tout simplement. Ça laisse à réfléchir, enfin, ça pourrait déboucher sur des thèmes innombrables comme l'indépendance du politique, l'honnêteté du politique dans la relation qu'il entretient avec ces associations, pour certaines d'entre elles, y compris des associations écologistes, sont des repères, en fait, de reclassement de certaines personnalités politiques qui se retrouvent étonnamment, à un moment ou à un autre de leur carrière, président ou associé aux comités généraux, au groupement décisionnel de ces associations. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire. J'espère qu'un jour, la Cour des comptes y jettera un œil bienveillant, entre guillemets, comme elle le fait le plus régulièrement du monde, parce que ce sont des rapports très intéressants, mais parfois, malheureusement, pas suivis des faits, parce que ceux qui nous gouvernent ont parfois des scrupules à saisir la justice. C'est bien dommage. Effectivement, sur la Cour des comptes, d'ailleurs, il se serait bien aussi que Pierre Moscovici regarde lui-même ses dépenses, parce qu'il y avait un article du Canard enchaîné il y a une semaine sur les dépenses fastueuses de Pierre Moscovici en déplacement, en machin. Donc, manifestement, je pense qu'il doit faire un ordre de priorité, mais voilà. Mais pour en revenir à cette vidéo, ce que je retiens, et tu vas me dire si tu partages cette analyse, c'est-à-dire que ces vendeurs à la sauvette qu'on voit en permanence, si vous êtes habitué à aller à Paris, ou du moins que vous êtes allé déjà à Paris, Champ de Mars, Tour Eiffel et d'autres endroits, mais là. Oui, c'est pas limitatif. La liste n'est pas exhaustive. Oui, exactement. En fait, on les voit, ils ont une capacité à pouvoir s'échapper très rapidement avec des grands draps qui déploient sur le sol, justement pour récupérer, pour les fermer et partir en courant. Et là, on voit en fait qu'ils partent plus. Maintenant, ils attaquent les policiers. Donc, c'est en ce sens que je me dis qu'il y a vraiment un renversement là. Oui, c'est le nombre. Il y a deux choses. Un, c'est le nombre qui fait la différence quand on est très nombreux. Et eux n'ont pas les scrupules, par exemple, des manifestations des Gilets jaunes ou contre la réforme des retraites, parce que ça, c'était des braves gens. C'était des braves gens qui se sont contentés de prendre des coups de matraque. Accessoirement, c'est une petite parenthèse que j'ouvre et que je referme. Eux, n'en ont strictement rien à foutre. Ils ne défendent pas leur retraite, ils ne défendent pas leur revenu, puisque de toute façon, ils n'entrent dans aucune catégorie socio-professionnelle connue. Par contre, ils sont nombreux et ils se regroupent par communauté. Donc, on arrive à des clans. En fait, c'est une formation de clanique qui défend ses intérêts, qui défend son territoire. Et malheureusement pour nous, comme l'État est totalement défaillant dans une démarche de contre-pouvoir, ou plutôt d'assise du pouvoir régalien, eh bien, ils en profitent. Donc, ils attaquent les forces de police. Et de toute façon, même s'ils sont arrêtés, ils ne risquent absolument rien, disons-le. Même attaquer des policiers, leur lancer des cagettes, divers objets, ils n'auront, je le dis, ça peut surprendre peut-être ceux qui nous écoutent, mais ils n'auront strictement rien. Un rappel à la loi. Ah si, peut-être un rappel à la loi. Oula. Ah oui, ou peut-être au pire des travaux d'intérêt généraux. Ça m'étonnerait, même pas. Non, parce que là, non, tu exagères. Là. Oui, je sais, je suis un peu trop sévère, je sais. Bon, merci en tout cas, on continue avec Jean-Pierre Colombier ce matin, cette introduction de matinale. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je ne l'ai même pas présenté, mais comme je sais que vous êtes nombreux à le connaître, Jean-Pierre Colombier, ancien policier pendant plus de 30 ans, tu connais ça très bien et tu as une voix forte. Et d'ailleurs, tu étais dans certains médias mainstream, mais ta voix porte trop apparemment, mon cher Jean-Pierre. Suivant les sujets qui sont abordés, elle gêne un peu ma voix. Voilà. Ce que j'exprime dérange un peu, mais cela dit, j'y étais encore il n'y a pas très longtemps. J'y étais le week-end dernier pour commenter justement l'arrestation d'Amra, qui est tout sourire, il faut quand même le rappeler. C'est génial. Mais non, mais il faut quand même que les gens sachent que Amra est une star. Dans le milieu, même pas le milieu, d'ailleurs, c'est pas le milieu au sens où on l'entendait il y a 40 ans de ça, dans certains pôles de nos belles cités, de nos cités radieuses,
Amra est une star. D'abord, c'est un caïd, c'est un grand voyou, un chef de gang, qui en plus a réussi l'exploit d'organiser son évasion en faisant tuer 2 gardiens de prison. 2 gardiens, alors que ce ne sont pas des gardiens de prison, ce sont des gens spécialisés pour les transferts, dans les conditions que l'on connaît, justement, qui ne sont pas les mieux adaptées. Donc, il y a un assassinat. Ce type fait assassiner 2 agents de l'administration pénitentiaire. On l'arrête en Roumanie. En plus, il est avec des cheveux roux, des cheveux carottes. C'est presque un film comique. Hein. On est presque dans le corneau de. Voilà, quoi. C'est presque ça, quoi. Mais en même temps, quand on le voit très bien, il est transféré, il est tout sourire, tout hilar. Parce qu'à mon avis, il a déjà réfléchi, ou son avocat peut-être a déjà réfléchi à un axe de défense. Hein, j'en suis certain. Vous verrez. Il va défendre un axe de défense. Bon, on ne va pas commencer à faire l'exégèse d'éventuelle théorisation de sa défense, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Et vous allez voir que ce qu'on estime comme étant une condamnation légitime ne sera peut-être pas aussi évidente que ça. Quoi qu'il en soit, à l'évidence, le système carcéral français ne lui fait absolument pas peur, ni la justice française. Et Pépère revient avec le sourire aux lèvres. En plus, je ne sais pas si ça t'a fait le même effet, mais moi, quand je l'ai vu entre 2 policiers roumains, ça m'a rappelé la photo d'El Chapo quand qu'il avait été interpellé la première fois. Donc voilà, la pantomime continue. Et pour en revenir à nos sujets, hein, c'est que, eh bien, effectivement, oui, dans les médias, c'est compliqué de faire entendre sa voix dès lors qu'on aborde des sujets qui sont à la limite du politique, mais en même temps, tout est politique en ce moment. Je ne vois pas quel sujet pourrait être abordé sans je dirais, avoir une réflexion profonde sur la gestion du monde sécuritaire dans notre société. Au passage, coup de chapeau à l'office qui a piloté cette arrestation. Je peux vous assurer que les policiers qui ont été à la manœuvre n'ont très certainement pas beaucoup dormi, voire pas du tout dormi dans les jours qui ont précédé le top départ de l'investigation, qu'il faut le rappeler quand même. C'est une arrestation en Roumanie, en Espagne, et plusieurs arrestations sur le territoire national. Donc il faut une énorme discipline procédurale et surtout une discipline, je dirais, de communication pour éviter les fuites. Voilà. Bon, quand ça va bien, il faut le dire. Hein, quand les choses vont mal, il faut les dénoncer. Mais quand on est capable d'organiser de telles opérations, ça nécessite, et là je m'adresse à nos ministres, de défendre l'institution judiciaire honnêtement et au-delà de ce qui a été fait ces 20 dernières années. Bien au-delà. Alors, c'est pour ça que tu me donnes la perche totale là-dessus. Tu as fait une vidéo récemment, mon cher Jean-Pierre, sur le rapport entre la France et l'Algérie. Et on voit Bruno Retailleau partout. Il fait des tweets, il est invité sur les matinales, il est le soir, il explique que c'est pas normal, il explique qu'il se met à la place des Français, il explique à un moment donné qu'il va falloir il y en a marre, ça suffit, il va falloir remettre de l'ordre. Ça fait un petit moment qu'il appelle à remettre de l'ordre Bruno Retailleau, et manifestement, ça porte pas trop quand même, j'ai l'impression, hein, chez Bruno. Lui et les autres, très cher Nicolas, parce que c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait quand même plusieurs années, voire plusieurs décennies, que l'Algérie se fichait perdument de l'application, de respect des traités qui nous lient. Alors, est-ce qu'il y a une arrière-pensée derrière tout ça? Moi, je le présume. On leur achète du gaz, notamment. On a besoin de certaines de leurs ressources. Mais à l'évidence, ce n'est pas d'aujourd'hui. On a toujours eu ce réflexe de l'Algérie de se débarrasser de certains cas particuliers sur notre territoire. Moi, je le rappelle sans arrêt, mais enfin, les 2 seuls violeurs en série que j'ai arrêtés à Marseille, c'était des Algériens qui étaient à peine débarqués de leur bled et qui se sont mis en chasse, il n'y a pas d'autre mot, qui se sont mis en chasse de tout ce qui leur tombait sous la main, parlant du genre féminin. Et l'un d'entre eux qui s'était évadé et qui était se réfugier en Algérie n'a été arrêté, semble-t-il, que après la réception d'un mandat d'arrêt international. Je pense que c'est un des premiers que j'ai eu l'occasion de faire dans les années 90, fin des années 90. Il a été arrêté en Algérie. On a transféré l'ensemble du dossier là-bas et je n'ai jamais eu de nouvelles de ce type, de ce prédateur. Je ne sais même pas s'il a été jugé. On n'a eu aucun retour des autorités algériennes. J'ai eu beau relancer Interpol, jamais je n'ai eu de réponse. Donc, la mauvaise foi du gouvernement algérien, elle n'est pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu véritablement une crispation des autorités algériennes dès lors qu'il s'agissait d'avoir une collaboration bilatérale honnête. Ils n'en veulent pas, c'est pas leur truc. Et à chaque fois que je pose cette question, on me répond « Ah oui, mais c'est parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie, une forme de repentance. » Non, mais ça suffit, ça. Là, il faut arrêter. Je profite de l'occasion que tu m'as donnée, que j'ai déjà indiqué dans la vidéo que tu as rappelée. Il faut arrêter avec ça. Hein, on a eu à minima 3 guerres avec l'Allemagne,
1870, 1914-18 et 39-40, enfin 39-45. Et que je sache, on n'est pas là à ressasser en permanence une forme de revanche morale envers l'Allemagne avec lequel, on a noué des relations normalisées. Donc à un moment donné, il faut arrêter. L'Algérie est dans une démarche, utilise cette forme de repentance que nous sommes les seuls à pratiquer, pour justifier de l'échec de sa politique intérieure et créer une crispation permanente entre certaines formes de leur communauté, de la communauté algérienne, envers la France. C'est totalement illusoire, on le sait très bien. La politique intérieure algérienne est une catastrophe. Donc, pour ne pas que l'opinion publique se focalise là-dessus, elle transfère la colère du peuple algérien vers la France. Et ça fait des années que ça dure. Maintenant, il faut rappeler aussi quand même quelques petits éléments quand même de réflexion pour ceux qui sont des idolâtres de la décolonisation, ou plutôt de l'erreur de la décolonisation, on pourrait en débattre très longuement d'ailleurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, je rappelle que les grands massacres subis par le FLN ont été en interne, suite à une intoxication par les services de renseignement français. La liquidation de bon nombre de membres du FLN l'a été sur l'ordre du colonel Amirouche et avec l'assistance bienveillante d'un certain capitaine Mayouz qui a allègrement torturé les membres même du FLN et ils les ont exécutés par milliers. Mais ça, on n'en parle pas. Non, c'est la faute aux Français, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on oublie encore, je terminerai là-dessus, les massacres d'Oran, les massacres d'Alger au moment, le jour de l'indépendance et l'incroyable massacre, abandon, mais le crime pour moi contre l'humanité, contre les harkis, avec la bénédiction du général de Gaulle. Et ça, pour moi, ça passe pas. Sans parler des 1 300 000 Européens qui ont traversé la Méditerranée, je dirais dans l'indifférence quasi générale. Tout le monde s'en est moqué. Donc, je ne vois pas pourquoi, une fois qu'on fait le bilan de tout ça, entendons-nous bien, hein, les guerres coloniales sont juste une connerie immonde. Je l'écris avec un grand C. Parce qu'on a vraiment sacrifié des soldats, puis on a sacrifié des civils au nom des deux guerres qui n'avaient strictement aucun sens, puisque nous savions que nous allions perdre ces 2 colonies. Tout ça pour en revenir à la situation aujourd'hui entre la France et l'Algérie, ça suffit. Il faut que ou l'Algérie fait le choix de relations normalisées, ou le gouvernement se doit de mettre en place une diplomatie vraiment ferme, parce que je rappelle quand même que le meurtre de Mulhouse est en écho avec le soutien du gouvernement algérien vis-à-vis de ces influenceurs qui appellent au meurtre. Nous avons sur notre territoire des individus qui appellent au meurtre et qui ont le soutien avéré de leur gouvernement, puisqu'ils sont algériens. À minima, ils sont algériens, certains sont binationaux. Ils ont le soutien, mais à minima, ils le font en toute impunité, voire même avec le soutien du gouvernement algérien qui refusent leur expulsion vers le territoire national. Ils n'en veulent surtout pas. Mais de la même façon qu'ils ne voulaient pas de violeurs en série, ils se débarrassent de cas sociaux, de cas psychiatriques, il faut le dire, ou de criminels avérés, et ils sont très contents, avec le soutien d'une certaine gauche de notre pays, ils sont très contents que ces gens-là commettent leurs délits et leurs crimes sur notre territoire, ce qui est une aberration absolue. Mais Jean-Pierre, là-dessus, effectivement, on en a parlé rapidement, mais comme il s'appelle Bruno Retailleau, manifestement, il est mou du genou, il fait beaucoup de déclarations, on en a parlé. Comment t'expliques en fait que Retailleau, là, aujourd'hui, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. À un moment donné, il a dit il faut être impitoyable, il faut être très ferme, il faut être très il faut être très mis, mais entre il faut du faucon, on est rendu nulle part aujourd'hui encore. Hein, et les jours très cher Nicolas, je pense que tu sais comme moi que le pouvoir de Retailleau, de M. Retailleau, se limite au ministère de l'Intérieur. Oui, on sait pertinemment, tous, autant que nous sommes, pour ceux en tout cas qui s'intéressent un peu à l'actualité, que ça ne peut se résoudre, cette situation, que par un coup de force diplomatique. Or, il n'a pas vraiment 100% de marge de manœuvre là-dessus. Hein. Donc, il y a un personnage qui est central dans cet état des lieux, c'est le président de la République. Nous sommes bien d'accord. Donc, il a un rôle à jouer. Je rappelle sa visite en Algérie, il y a plusieurs mois de ça, qui a été juste grand guignolesque. Ils ne peuvent pas nous respecter. C'est une évidence. On a un gros problème de crédibilité à l'international. Emmanuel Macron ne l'est pas. On voit qu'il a été reçu aux États-Unis. Dans quelles conditions? J'imagine que vous en parlerez, que ça a été évoqué dans vos éditions, mais on est juste plus crédible. Et ça, c'est pas qu'au niveau de l'Algérie, hein, au niveau africain,
On a juste un sacré problème. Mais là, a fortiori, avec l'Algérie, alors qu'il faudrait vraiment. Alors qu'on a des moyens de répercussion, on a des moyens de rétorsion. Les visas, la facilitation qu'ont les compagnies aériennes d'aller et venir, les compagnies maritimes. On pourrait mettre en place des entraves administratives, financières. Je ne sais pas, je ne suis pas aux manettes, donc je ne peux pas. Je n'ai pas de baguette magique, mais il faut surtout arrêter d'être là en béni oui-oui, de tout accepter, d'être dans la posture du mouton sacrificiel. Enfin, c'est juste plus possible, quoi. Alors que dans le même temps, pour avoir été sur des médias très proches de la communauté maghrébine, que ce soit Beurre FM, France Maghreb, je rencontre régulièrement des gens issus de l'immigration qui ne sont pas du tout en accord avec ça, et qui souffrent justement de cette crispation relationnel. Ne confondons pas la grande majorité, justement, des membres de la communauté algérienne ou marocaine, accessoirement, bien que ce ne soit pas le débat, et surtout algérienne, avec ce gouvernement qui fait régner la terreur là-bas. Et on rappelle aussi au passage que le gouvernement retient Mohamed Sansal en otage, pareillement. Donc on voit qu'ils nous ont déclaré la guerre, clairement. Il y a une forme de guerre. Alors, est-ce qu'on doit constamment être dans l'invocation, dans le sophisme, dans le discours qui n'a ni queue ni tête et surtout qui ne débouche sur rien? Non, je ne crois pas. Il faut que ça suffise maintenant. Maintenant, ça doit suffire. Je ne crois pas que l'Algérie ait un rapport tendu de quelque manière avec la Turquie, qui a été quand même le grand pays colonisateur du bassin méditerranéen. Je n'ai pas souvenance que, par exemple, ils aient évoqué ça. Non, par contre, la France, qui a laissé d'innombrables infrastructures dans ce pays, elle est désignée comme l'ennemi à abattre. Maintenant, ça suffit. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut envisager les choses, de manière simpliste, bien évidemment. Oui. Simpliste. Mais à un moment donné, il faut arrêter de s'auto-flageller et de parler de repentance. Non, basta. Je rappelle aussi quand même que bon nombre de la communauté algérienne viennent se faire soigner en France. Oui. Beaucoup d'oligarques, oui. Ils ont de la famille, ils viennent régulièrement. D'accord. Donc tout ça, ce sont des moyens de pression qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné à déclencher en prenant bien garde, je le précise, à ne pas créer des ferments d'une guerre civile en France avec la communauté algérienne, franco-algérienne, qui est résidente depuis des années. Ne l'oublions pas. Restez aussi cohérent parce que l'Algérie veut ça, c'est ça qu'elle veut. Oui, c'est vrai que c'est explosif et là-dessus, c'est intéressant aussi. Je prolonge le propos là-dessus, mais je vous invite, chers amis, à lire le bouquin de Marc Andevel, notamment un journaliste d'investigation chez Marianne, qui a écrit des très bons livres, notamment Le Grand Manipulateur, des allées et venues, notamment de Emmanuel Macron, ou du moins de la venue d'Emmanuel Macron à Alger en février 2017. Notamment pour rencontrer, grâce à Alexandre Djouri et Alexandre Benalla, notamment des oligarques algériens sur place. C'est un livre, c'est dans Le Grand Manipulateur de Marc Andevelde. Lisez-le, ce livre-là, parce qu'il est vraiment, vraiment très intéressant. Et ça éclaire aussi peut-être la timidité, on va dire, d'Emmanuel Macron quant au problème algérien. On en verra, mais du moins, tu nous as donné, nous, les grandes lignes de ça. Finalement, on verra bien si on s'en sort. En tout cas, voilà. Toi, pour terminer cet entretien, mon cher Jean-Pierre, voilà, toi, tu dis qu'aussi, il y a peut-être aussi un risque aussi avec cette communauté, la communauté franco-algérienne sur le sol national, qui est binational. Bien sûr, il faut être très, très prudent. Je veux dire, bon, on n'a pas heureusement que tous les binationaux ou ceux qui sont d'origine algérienne ne sont pas des terroristes en puissance, bien évidemment. Et dire ça, ce serait justement tomber dans le piège dans lequel le gouvernement algérien veut nous faire tomber dans un rapport binaire, une opposition entre communautés. Ce serait ce qu'il y a de pire, voilà, clairement. Mais ne nous trompons pas, c'est ce que j'ai dit en préambule, ils sont en grande difficulté dans le cadre de leur politique intérieure, donc ils n'ont que la haine de l'autre pour s'en sortir. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est pas sans rappeler non plus la démarche d'Emmanuel Macron, qui sans arrêt, dès qu'il peut nous mettre sous le nez le conflit russo-ukrainien pour détourner le propre échec de sa politique économique, les licenciements qui sont massifs, les faillites qui sont massives, son bilan qui est juste catastrophique en termes financiers et en termes sécuritaires aussi. Enfin, il n'y a pas un secteur où ça va bien sous sa gouvernance. Donc, l'objectif de ces politiciens est de détourner notre attention vers quelque chose qui nous ferait peur quelque part, monopoliserait notre crainte justement de nous exprimer librement. Et donc, l'Algérie est dans cette démarche. Il faut le dénoncer. J'espère que d'autres le feront, parce que je ne serai pas le seul. Nous serons nombreux à mettre en avant et cet état de fait, cette mécanique infernale. Et puis surtout, pousser ceux qui nous gouvernent à avoir un peu de courage. Peut-être ça nous changerait, non? Ce serait bien. Ce serait pas mal, je crois.
Oui, ça serait vraiment bien. En tout cas, nous, sur Toxin, on aborde librement le sujet comme bien des sujets. Merci Jean-Pierre d'être venu ce matin. Jean-Pierre Merci Colombier. Nicolas, et je salue encore tout le monde. Et surtout, faut s'accrocher, il ne faut rien lâcher. Non. Parce que la liberté d'expression, c'est quelque chose de précieux. Ah ben ça, je crois qu'on ne te le fait pas dire, effectivement. Sur Toxin, on n'est pas né, on n'est pas programmé pour arrêter, se laisser intimider. Et je pense que nos milliers de téléspectateurs chaque matin, eux aussi, viennent chercher tous les matins une information libre, indépendante, avec des voix qu'ils n'entendent pas ailleurs. Et c'est bien normal, et c'est comme ça qu'on voit et qu'on pense le média indépendant. Merci, cher Jean-Pierre. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. En tout cas, à très vite. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.